Hey, la vidéo d'aujourd'hui va parler de l'esprit qu'il faut avoir ainsi que la préparation au rendez-vous chez le banquier. On voit ça tout de suite dans le détail dans cette vidéo. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'ai l'habitude de vous dire, je suis ni banquier, ni conseiller, ni courtier. Je suis juste là pour partager avec vous mon expérience personnelle. La vidéo d'aujourd'hui va se baser sur la préparation au rendez-vous avec le banquier. On rentre dans le vif du sujet. Là, ça devient très important et c'est la chose, j'ai envie de dire, la plus importante de votre projet. Parce que si ce rendez-vous se passe mal, votre projet tombe à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut préparer un maximum son rendez-vous au banquier. Donc, la première chose à dire, c'est l'état d'esprit qu'il faudrait avoir face à votre banquier. Il faut que votre banquier pense que vous soyez pro, que vous êtes pro, que vous savez de quoi vous parlez, que vous savez où vous allez, que vous savez que votre projet est solide comme du béton. C'est la chose la plus importante. Plus votre banquier croira que votre dossier est solide, votre projet est solide, plus il aura moins de mal, ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave, moins il aura du mal à vous prêter. Donc, l'état d'esprit qu'il faut, c'est quoi? Comment peut-on faire pour montrer à notre banquier qu'on est pro? Il faut tout simplement connaître tout le jargon que votre banquier utilise. Il faut connaître sa façon de travailler, sa façon de voir les choses. Comment se monte un prêt. Voilà les choses sur lesquelles votre banquier pensera que vous êtes pro. Alors, un prêt se décompose en plusieurs choses. Vous avez votre capital, enfin le capital que vous demandez, on va dire l'emprunt que vous voulez faire chez votre banquier. Il y a le taux d'intérêt nominal, ça c'est le taux qu'il va vous sortir de vive voix, ça c'est ce qu'on appelle le taux nominal. Si on part sur un principe qui vous fait un taux de 1,2%, ça c'est ce qu'on appellera le taux nominal. Ensuite, il y a les frais de dossier qu'il faut compter, l'assurance emprunteur, il faut savoir qu'il y a un crédit logement ou un crédit cautionnement, tout dépend des banques, comment ils l'appellent. C'est soit crédit logement ou crédit cautionnement, ou alors ils peuvent vous mettre une PPD, c'est ce qu'on appelle le prêteur, les privilèges prêteurs de deniers, ou alors une hypothèque, ce qu'on appelait anciennement hypothèque. Et en dernier, les frais de notaire, qui s'élèvent automatiquement à 8% du capital que vous allez demander. Ça, c'est de l'argent qui ne va pas aller dans sa poche. C'est de l'argent qui est déjà calculé, qui va aller dans la poche du notaire. Et même ces 8% ne vont pas rester dans la poche du notaire. Une grosse partie vont partir aux impôts. Donc, le taux nominal, on a dit que c'était les 1,2%. Mais, au bout du compte, le taux que vous allez payer si on part sur le principe que vous voulez prendre 100 000 euros, le taux que vous allez payer sur les 100 000 euros, ce n'est pas 1,2%. Il faut toujours rajouter l'assurance emprunteur ainsi que les frais de dossier et le crédit cautionnement. Ce qu'il fait, le banquier, en fait, il met ses 100 000 euros, il va vous mettre ses frais de dossier. Les frais de dossier vont correspondre à un certain pourcentage des 100 000 euros, d'accord? Donc, il va transformer ces 1 000 euros par rapport à vos frais de dossier, il va transformer ces 1 000 euros, les frais de dossier, par rapport au montant que vous allez emprunter, il va le transformer en pourcentage. Il va prendre l'assurance emprunteur qu'il va transformer en pourcentage par rapport à votre
montant emprunté et il va prendre le crédit cautionnement ou crédit logement ou alors la PPD ou l'hypothèque et il va le transformer en pourcentage, toujours par rapport au montant que vous allez emprunter. Une fois qu'il aura son pourcentage, le taux nominal, ce que je vous disais, les 1,2%, ça c'est le montant intérêt. Ensuite, il y aura le pourcentage de l'assurance emprunteur qu'il va rajouter au 1,2%. Il va prendre ses frais de dossier, le pourcentage de ses frais de dossier qu'il va rajouter au 1,2%. Et il va prendre le crédit cautionnement, crédit logement ou hypothèque ou PPD qu'il aura transformé en pourcentage qu'il va rajouter au 1,2%. Une fois qu'il va rajouter ces quatre pourcentages-là, c'est-à-dire le taux nominal, l'assurance emprunteur, les frais de dossier et le crédit cautionnement, ça va lui faire un pourcentage. Ça va faire un pourcentage à la fin. Ce pourcentage-là, c'est ce qu'on appelle le TEG, le taux effectif global. C'est ce taux-là qu'il va vous mettre sur votre montant, sur votre capital emprunteur. Donc, dans ce capital-là, automatiquement, après sur votre tableau d'amortissement, tout ça sera bien sûr détaillé. Sachant que, en règle générale, les frais de dossier, vous les payez d'un coup, et le crédit cautionnement, vous le payez d'un coup. C'est pas en plus sur votre mentalité, donc sur votre mensualité, pardon. Donc, au bout du compte, dans votre tableau d'amortissement, vous allez avoir votre capital, le montant des intérêts, le montant de l'assurance et au bout, votre mensualité que vous paierez tous les mois. Eh bien, sachez que si votre banquier vous fait ça, c'est que tout simplement, il est malhonnête. Je vous explique. Comme je vous disais auparavant, beaucoup de banquiers font cette technique. Ils vous rajoutent, bon, il y a le taux d'intérêt, ça c'est normal, c'est ce qu'on appelle le taux nominal. Le pourcentage du montant de l'assurance emprunteur, ils le rajoutent, ça c'est tout à fait normal et logique. Par contre, s'ils vous rajoutent le pourcentage de l'assurance et du crédit cautionnement ou alors PPD ou hypothèque, là par contre, c'est malhonnête. Pourquoi? Parce que logiquement, votre taux effectif global devrait être que du taux d'intérêt ainsi que le pourcentage de l'assurance. Vu que les frais de dossier et le crédit cautionnement, vous allez le payer cash. Donc c'est comme si que vous le payez cash et qu'il transforme en pourcentage, qui vient le rajouter sur le pourcentage du taux d'intérêt et le pourcentage du montant de l'assurance. Donc, c'est comme si que vous allez payer 2 fois les frais de dossier et 2 fois votre crédit cautionnement. Donc ça, sachez que c'est très important. Vous savez, 1000 euros de frais de dossier et on va dire entre 1500 et 2000, on va dire 2000 euros de crédit cautionnement. Ben c'est comme si que là, vous lui donnez 3000 euros maintenant et puis qu'il vous remet 3000 euros sur votre taux d'intérêt que vous allez repayer en plus sur les 20 ans ou 25 ans ou 15 ans, tout dépendra. Donc, dites-vous que taux effectif global égale taux nominal plus le taux du montant des intérêts. Stop. Le montant, les 8% de frais de notaire, ils sont payés cash au notaire. Les frais de dossier ainsi que le crédit cautionnement, il les prend avant que votre prêt commence. Après, dans certaines conditions et selon votre situation, vous pouvez rajouter dans le capital que vous allez emprunter le PTZ. PTZ, c'est ce qu'on appelle le prêt à taux zéro. C'est ce que l'État prête avec 0% d'intérêt
pour l'acquisition, mais il y a des conditions particulières. C'est selon les revenus, selon si vous êtes... Enfin, il faut être absolument primo-accédant, ou alors, sauf si vous avez une carte d'invalidité, là, c'est pas obligatoire. Mais en règle générale, il faut être primo-accédant, c'est-à-dire c'est la première fois que vous achetez et il faut acheter aussi sa résidence principale. Pour ça, ça ne marche pas pour de la SCI ou pour du locatif. Le prêt à taux zéro ne sera pas accepté. Et vous avez aussi, si vous travaillez, vous renseignez auprès de votre société. En règle générale, il y a votre société qui donne tous les mois ou tous les ans, tout dépend, à des... C'est ce qu'on appelle le 1% patronal. Vous pouvez y avoir droit, tout dépendra de la société dans laquelle vous travaillez. S'il y a des sociétés qui cotisent, donc ça, vous y avez droit. Si votre société ne cotise pas, bah, automatiquement, vous n'y aurez pas droit. Bien sûr, si vous décidez de prendre 100 000 euros, la maison que vous voulez acheter fait 100 000 euros, et que vous avez le droit au prêt à taux zéro ainsi que au 1% patronal. Bien sûr, on part sur le principe, c'est pas obligatoire, c'est selon les sociétés, selon les situations et tout ce qui s'ensuit. On part sur le principe que vous voulez acheter une maison à 100 000 euros, elle fait 100 000 euros. Vous avez le droit à 10 000 euros de 1% patronal et vous avez le droit à 20 000 euros de prêt à taux zéro. Surtout, dites-vous que les 10 000 euros de 1% patronal ainsi que les 20 000 euros de prêt à taux zéro s'enlèvent sur les 100 000 euros du prix de la maison. En fait, à votre banque, vous n'allez plus demander 100 000 euros, vous allez demander que 70 000 euros à 1,2, enfin tout dépendra du taux effectif global qui vous fera, mais on va dire à 1,7 ou 1,8%. Donc vous allez prendre 70 000 euros à 1,8%, vous aurez 10 000 euros à 1% et 20 000 euros à taux zéro. Donc automatiquement, votre mensualité va baisser vu que vous n'allez pas payer d'intérêt sur quasiment sur 30% de la maison, vu qu'il y a 10 000 plus 20 000. Ça, c'est très important et surtout, n'oubliez-le pas. En termes de négociation, il y a toujours de la négociation avec votre banquier. Vous pouvez toujours négocier. Le seul truc sur lequel je vous demande et je vous conseille de négocier, c'est deux choses. Bon, il y a les frais de dossier, ça c'est négociable et c'est selon la volonté du banquier que vous aurez face à vous. Et la deuxième chose qu'il faut négocier et que je vous conseille plus de négocier, c'est de prendre une délégation d'assurance, s'il vous laisse le faire. Après, je vous donnerai une technique dans le cas contraire. Si vous faites une délégation d'assurance, dites-vous qu'une délégation, une assurance avec la banque, si vous êtes en couple, donc il y aura une assurance sur les deux têtes, dites-vous que ça va vous coûter entre 12 et 18 000 euros sur l'année, pas sur l'année, pardon, sur la totalité de votre emprunt. Donc, entre 12 et 18 000 euros, s'il vous laisse faire une délégation d'assurance, vous allez faire appel à une assurance extérieure. Dites-vous que le prix, ça va vous coûter entre 4 et 7 000 euros. Vous allez économiser plus de 50% sur l'assurance. Et là, c'est beaucoup plus intéressant de négocier sur l'assurance que sur le taux. Parce qu'en règle générale, sur le taux, vous allez négocier quoi? 0,1%, 0,15%. Vous allez gagner quoi? 7, 8, maximum 10 euros par mois. Alors que si vous négociez sur l'assurance, où est-ce que l'assurance de la banque va vous coûter 40, 50, 60 euros, une assurance extérieure, ça va vous coûter entre 15 et 30 euros. Je vous laisse faire le calcul. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est
c'est beaucoup plus intéressant de négocier l'assurance que le taux. Après, il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est si votre banquier est déterminé et ne veut pas vous laisser faire une délégation d'assurance, ou sinon il ne vous prête pas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, il ne faut pas croire. Ce que vous faites, c'est vous lui dites ok, pas de problème. Vous prenez l'assurance de la banque et sur la première année du prêt, si vous allez trouver une assurance extérieure qui va vous faire un devis avec bien sûr les mêmes garanties que l'assurance de la banque va vous faire, d'accord? Une fois que vous trouvez une assurance extérieure et qui vous fait exactement les mêmes garanties que celle de votre banque, vous venez, vous renégociez l'assurance avec votre banquier. Là, la loi lui interdit de vous laisser partir. Donc le banquier, il lui reste deux solutions. Soit il fait en sorte que l'assurance de la banque s'aligne au devis que vous lui apportez, soit il vous laisse partir et aller assurer votre prêt chez l'assurance extérieure que vous aurez trouvé. Donc ça, voilà, c'est très important et c'est là où est-ce qu'il y a le plus d'argent à gagner. C'est sur la délégation d'assurance. C'est là où vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Et puis après, derrière, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr donner, entre guillemets, comment j'allais dire donner à manger à votre banquier, mais non. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est faire en sorte aussi que votre banquier gagne en parallèle. En règle générale, les assurances aujourd'hui, enfin toutes les banques font des assurances, logement, des assurances voiture, assurance enfant pour l'école si vous avez, ils font des assurances. Ce qu'il faut faire, c'est en contrepartie en fait, pour que votre banquier vous lâche et vous laisse du lest, c'est lui donner en fait des arguments sur lesquels lui, il va pouvoir s'appuyer auprès de sa hiérarchie pour pouvoir négocier pour vous. Donc voilà. C'est ce qui est le plus important. Après, en plus, par-dessus le marché, ça vous facilitera à vous l'accord de l'emprunt, tout simplement par la banque. Parce qu'ils savent, ils se disent que voilà, en contrepartie, vous mettez vos assurances chez eux, donc derrière, ils vont se dire que vous êtes un bon client. Pourquoi? Parce que après, c'est comme je vous disais, on est sur la banque, elle regarde les 33% d'endettement, donc ça c'est catégorique. Si vous êtes au-dessus de 33%, ils vous prêteront jamais, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous n'aurez pas de sous. Sauf dans des cas spécifiques, mais bon après ça on rentre plus dans le détail, mais ça viendra sûrement par la suite dans d'autres vidéos. Donc là le truc c'est les 33% d'endettement et un banquier en fait, dites-vous que c'est comme si qu'il y avait plusieurs questions, d'accord, plusieurs questions et il coche oui, non. Oui, non. Plus vous aurez des oui, plus votre note, parce que plus vous aurez des oui, et plus, parce que ça, c'est des notes sur 20. Donc, plus vous aurez beau à toutes les questions, et plus votre note va monter. En règle générale, chez les banquiers, les gens tournent entre 10 et 12. Après, plus vous monterez haut, et plus facile sera l'acceptation du prêt. Le style de question que c'est justement un peu ce que j'étais en train de vous dire. Est-ce que vous êtes une personne qui a pris les assurances chez eux? Est-ce que vous êtes une personne qui était déjà client chez eux ou pas? Est-ce que vous êtes une personne fort dépensière? Est-ce que vous êtes une personne qui met l'argent de côté? Est-ce que. Après, il y a plein d'autres questions dans lesquelles je ne vais pas tout rentrer dans le détail. Mais il y a plusieurs questions. Et plus vous aurez des oui, plus votre note sera élevée et plus facile sera l'acceptation du prêt.
Donc voilà, ça c'est pour ça que dans d'autres vidéos que j'avais fait au préalable, il est très important de d'avoir un compte réglé, propre, où est-ce qu'il n'y a pas de choses farfelues dans votre vie de tous les jours. Tout ça, le banquier le sait. Vous dites-vous pas qu'il va pas le savoir, il le sait. Pourquoi? Parce que dans les pièces à fournir, on y en arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Dans les pièces à fournir, il y a déjà les 3 dernières fiches de paye. Plus, en règle générale, la fiche de paye de décembre de l'année d'avant. Plus vos 2 derniers revenus, vos 2 derniers avis d'imposition. Plus tout ce qui est attestation CAF, si vous avez des prestations CAF telles que allocation familiale, APL au jour d'aujourd'hui et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est ce qui est lié aux revenus. Et si vous avez des revenus passifs qui rentrent. Ça, c'est ce qui est lié aux revenus. D'accord? Donc, dans votre dossier que vous préparerez avant d'aller chez votre notaire, je vous conseille de prendre un classeur et de mettre les choses les plus importantes pour le banquier, c'est ça. Donc, de les mettre au début. Ensuite, il faudra vos 3 derniers relevés de compte dans toutes les banques que vous avez. Donc, si vous êtes dans 2 banques différentes, il va vous demander les 3 derniers relevés de compte des 2 banques. Ça, c'est ce qui lui permettra d'analyser votre façon de vivre, d'analyser si vous êtes une personne économe, d'analyser si vous avez d'autres prêts à la consommation, si vous êtes le style de personne qui, pour acheter une machine à laver ou un frigo, fait en 10 fois sans frais. Tout ça, il va le voir avec vos relevés de compte. Ça, justement, c'est un gros point sur lequel il attache énormément d'importance, le banquier. Ensuite, il va vous demander les cartes d'identité et tout ce qui s'ensuit. Après, c'est que du détail. Lui, les choses les plus importantes pour le banquier, c'est ces choses-là. C'est tout ce qui est lié aux revenus, donc fiche de paye, avis d'imposition et attestation CAF, d'accord? Et vos relevés de compte pour pouvoir analyser le style de personne que vous êtes. Plus vous aurez des bons points, et mieux ce sera pour vous. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce et me laisser des commentaires si vous avez des questions éventuelles. J'y répondrai avec plaisir. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.